Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui on parle d'actualité horlogère. On se retrouve donc aujourd'hui pour une actualité horlogère. Je vous ai sélectionné quelques petites nouveautés en ce début du mois de mai. On se retrouve à Lyon aujourd'hui pour le tournage. On est au showroom au 27 rue des Remparts d'Ainay. On attaque aujourd'hui directement d'entrée avec l'actualité du moment. Je vous ai sélectionné donc quelques montres. Évidemment, petit disclaimer également, ces actualités ne sont pas là pour forcément glorifier toujours les marques. Allez toujours dans leur sens. C'est aussi intéressant de nuancer un peu les propos. Et personnellement, je compte donner mon avis et quand il y a des choses qui sont potentiellement à redire, je le dirai. Je fais écho évidemment à quelques commentaires qu'on a pu avoir sur d'autres vidéos qui disaient qu'effectivement je critiquais. Alors le but d'une actualité horlogère, c'est quand il y a des choses qui sont bien, il faut le dire. Quand il y a des choses qui peuvent être améliorables, il faut le dire aussi. L'idée c'est d'être critique aussi. Toutes les marques, et y compris la mienne, ne sont pas parfaites. On a toujours des choses qu'on peut nuancer. Je suis pas là pour critiquer, je suis pas là non plus pour dire que toutes les marques sont extraordinaires et que leurs nouveautés, il n'y a jamais rien à dire. Donc l'idée c'est de venir dans cette actualité justement avoir un regard un peu critique. On attaque aujourd'hui avec Bell & Ross qui vont sortir la BRX3 Black Titanium. Je ne sais pas si c'est une réédition d'un ancien modèle. Alors j'ai l'impression que oui, effectivement, au vu de ce qu'ils nous ont dit ici, parce que je ne suis pas un grand amateur de Bell & Ross, je connais très peu cette marque. Vous serez clément dans les commentaires si je dis des bêtises, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon maximum concernant cette maison. Donc c'est une réinterprétation, j'imagine, donc de la BR03. Donc là, c'est la BRX3 qui est donc équipée d'un mouvement manufacture qui est garanti 5 ans. J'ai vu du coup qu'il y avait plusieurs complications. Il y a la réserve de marche ici à gauche. On va essayer de se la mettre en grand écran parce que de prime abord, ce qui nous intéresse aussi, c'est le design, savoir si cette montre nous plaît. Elle est donc en titane et déjà, je vois des petites choses qui sont à redire concernant ce modèle-là. On va venir à l'analyser ensemble. Donc, c'est une montre qui a donc un mouvement manufacture. C'est le BR calibre 323. C'est un modèle évidemment de calibre qui est automatique. On a la masse oscillante à gauche juste ici. On a donc les heures, les minutes, les secondes. Un guichet de date à 3 heures qu'on voit juste ici. Donc, on voit plusieurs dates, mais évidemment, avec le petit pointeur ici, on comprend que c'est celle du milieu qui font venir pointer et on a la réserve de marche à 9 heures. On est sur un diamètre de 41 mm, donc c'est assez imposant. 41 mm pour un format carré, ça doit équivaloir autour de 45, je pense, millimètres sur un format rond. Nous, on est sur du 38 mm, ça équivaut à un 40-41, plutôt 40. Donc oui, effectivement, un 41 équivalent pour un format rond autour de, je pense bien, un 43 jusqu'à 45 mm. Donc c'est quand même un beau bébé en termes de diamètre. On est sur une épaisseur de 13,3 mm d'épaisseur. On est quand même sur une fourchette haute en termes d'épaisseur pour une montre. Après, je pense que la lunette aussi est pas mal responsable de l'épaisseur globale. On a quelques complications qui viennent évidemment, plus il y en a, plus le mouvement épaissit, donc qui viennent un petit peu jouer sur tout ça. On est sur une finition DLC, donc ce qui est pas mal puisqu'on peut avoir aujourd'hui du PVD ou du DLC, donc c'est le Diamond-like Carbon qui permet d'augmenter la résistance aux rayures. Un acier global, classique, on est à 190 d'indice de dureté, on monte à plus de 1500 avec un DLC. Là, on est sur un titane, je pense, de grade 5, c'est autour de 400 d'indice de Vickers, donc c'est déjà bien plus résistant aux rayures qu'un acier classique. Et si du coup on rajoute un DLC par-dessus, vraiment ça la rend quasiment inrayable. On est sur un caoutchouc noir, je ne sais pas si c'est du FKM, je pense que oui, ils nous auraient pas mis pour un tarif de 8400 €, je pense, un caoutchouc classique. Du moins, on espère que c'est un FKM. Au niveau du cadran, on a quand même pas mal de textures, effectivement, donc il y a plusieurs plaques, ce qui vient également jouer sur l'épaisseur. Nous, nos squelettes jouent aussi avec plusieurs plaques, donc forcément derrière ça épaissit aussi la montre, ce qui explique les 13,3 mm d'épaisseur. Donc voilà, on va pas venir dans tous les détails, mais il y a du micro billet, il y a pas mal de petites finitions sympas. Je vous la remets à l'écran. On va essayer de zoomer un petit peu dedans, mais effectivement, voilà, vous avez des plaques en micro billet au niveau des index. Vous avez le date et le power qui est donc tampographié directement dans le micro billet. Vous avez des beaux index en applique en 3D, donc ça c'est sympa, avec le 6 et le 12 qui devraient être bien luminescents. Le Bell & Ross aurait pu être en 3D. Bon, là c'est une tampographie, pourquoi pas. Un Réo qui vient cacher l'intérieur du boîtier, ça j'aime bien. Moi je suis vraiment un fan de Réo parce que je suis pas forcément très fan de voir l'intérieur du boîtier. Il y a Rolex qui est venu graver Rolex tout autour. Ça peut être un moyen aussi du coup de jouer avec ce point faible, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je trouve ça intéressant d'avoir un Réo, donc ça c'est plutôt cool. C'est quand même très lisible, les aiguilles sont lisibles, donc c'est pas mal. On est sur un saphir anti-reflet, bon on sait pas combien de couches, mais je pense que ça reste quand même très lisible. Un caoutchouc ajouré noir et une ardillon titane micro billet. On aurait pu attendre de la double déployante. Aujourd'hui il m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que les clients préféraient la double déployante, donc c'est dommage de mettre une ardillon. L'avantage, bon, c'est qu'elle est en titane, donc normalement elle devrait être quand même plus résistante, et en plus c'est du micro billet, c'est plus dur
dur un micro-billet du titane que de le brosser ou de le polir. Donc il y a un travail parce que ça peut très vite chauffer. On est sur un packaging minimaliste, bien fini je pense. La montre est allongée, c'est parfait. Voilà, vous avez le strict nécessaire qu'il vous faut. Des outils pour changer, je pense, le bracelet, ça c'est pas mal. C'est une sorte de natto ou tissu. La carte de garantie, j'imagine. Voilà, simple, efficace. Quand même, on est sur un tarif de 8400 €. Est-ce que c'est overpricé? Je sais pas. On est quand même sur un calibre maison. Après, du titane grade 5 avec ce type de complications, peut-être qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose un peu moins onéreux. Là, on arrive bientôt aux 10 000 € pour une réserve de marche et une date sur un titane et un caoutchouc. À savoir qu'un caoutchouc, c'est pas non plus très onéreux. Je pense que vraiment, si on doit mettre en perspective tous les bracelets du marché, le caoutchouc est vraiment le plus, j'allais dire cheap, c'est très connoté négativement, mais c'est vraiment le moins cher à usiner. Donc là, globalement, le coût de production, c'est surtout le boîtier. Titane grade 5, pardon, on peut l'avoir, je pense, dès 2 ou 3 000 € la montre. Nous, en tout cas, on est en train de travailler déjà. On est en train de réfléchir sur une montre titane grade 5 autour des 3 000 €. Donc un poil peut-être cher. Je sais pas vous, votre ressenti directement, mais voilà, petite nouveauté sympa. Elle a un très beau lume, comme je le disais ici, on a un très beau lume, donc ça reste intéressant. Voilà pour la petite actualité concernant Belleros. On passe concernant l'actualité de Maison Morphin à deux petites choses. La première, c'est que la 2405, qui est une édition limitée à 100 pièces, made in France, mouvement automatique suisse, est bientôt en rupture. On a refait usiner là récemment des bracelets noirs pour pouvoir les équiper parce qu'on les avait plus en acier et globalement les clients préfèrent cette montre là en acier qu'en cuir. On a refait usiner quelques bracelets avec les crises géopolitiques. Le tungstène est plus onéreux, donc on a une légère augmentation tarifaire puisque du coup on a dû s'aligner avec nos coûts de production. Mais voilà, il en reste que 6 en stock. La version argentée, on n'en a plus du tout. Il reste que la version PVD noire. Donc pour faire un topo pour ceux qui découvrent la marque, on est sur un calibre STP 621. On le règle en interne à nouveau pour optimiser son réglage. On est sur un verre saphir traité anti-reflet, bombé et biseauté. On a du tungstène, donc un matériau qui est 10 fois plus cher que l'acier sur le centre du bracelet, donc il est inrayable puisque l'indice de Vickers est de 2000 et même un peu plus pour le tungstène, là où l'acier on est seulement à 190. Donc déjà on est 10 fois plus résistant. Bon, on est aussi 10 fois plus cher, mais c'est un matériau qu'on affectionne nous chez Maison Morphin. On a une couronne vissée avec 100 mètres d'étanchéité, un fond transparent qui est d'ailleurs transparent avec un verre qui est aussi octogonal, du moins tonneau, parce que pas vraiment octogonal même s'il y a des petits angles. Donc on n'a pas fait d'économie à ce niveau-là. Vous avez un très beau packaging, on est sur 100 pièces numérotées, on est sur un assemblage, un contrôle et un réglage qui est fait en France. Donc ça c'est une édition limitée qui est bientôt vouée à disparaître, donc dépêchez-vous ceux qui voulaient en faire l'acquisition. Je pense qu'à l'heure où la vidéo sortira, il en restera peut-être un petit peu moins. Et on a également rentré un nouveau prototype de Triomphe, donc modèle qui est juste ici. On l'a en cuir, on l'a en acier. Je vous montrerai dans tous les cas des plans de coupe. On a refait quelques photographies parce qu'on a eu le prototype numéro 2 du cadran. On va avoir un troisième cadran in fine dans pas si longtemps, d'ici à peu près un mois et demi, 2 mois, qui sera le cadran définitif. Déjà là, en termes de finition, on est à 90% sur ce qu'on souhaitait. La finition du modèle est vraiment sympa. Donc c'est une montre qui est inspirée de l'Arc de Triomphe, qui possède du tungstène sur sa lunette, donc lunette inrayable en centre de bracelet inrayable. On a diminué l'épaisseur du boîtier au maximum, on a du micro-billet, on a un système de bouton push pour faire grandir ou rapetissir un petit peu le bracelet si vous êtes en train de prendre un bon café en terrasse et que la montre vous sert un petit peu. Et du coup voilà, on a fait des nouvelles photos. On a le meilleur lume du marché, on a le BGW9 et le C3 pour les aiguilles, une couronne vissée avec une très bonne préhension parce qu'on a travaillé aussi le feeling que l'on a en main. On a un mouvement SW200 qu'on règle dans les tolérances du COSC, du moins sur 3 positions. Sur du -4+6, vous avez la carte de relevé chronométrique. Vous avez du dégagement rapide également pour pouvoir enlever le bracelet facilement. On a essayé vraiment de mettre toutes les specs techniques possibles sur ce modèle-là. Elle se pose très bien sur le poignet. C'est un double verre saphir avant-arrière, traité anti-reflet avec 5 couches. Donc c'est vraiment une montre qui est très sympa, avec des goupilles vissées aussi, puisqu'on n'est plus sur des goupilles à chasser sur cette tarification. On est sur 2750 € en tarif précommande et d'ici 2 à 3 mois, quand elle sera en stock, on sera à 2990 €. On a essayé de mettre un condensé de technologie de tout ce qu'on a su faire en 5 ans d'existence dans cette montre là. On a du 5 couches pour de l'anti-reflet, on a de la couronne vissée avec débrayage, on a du tungstène même sur la lunette, donc inrayable, même si aujourd'hui avec les crises géopolitiques, le tungstène a quasiment fait x4 en termes de tarification et malheureusement dans l'industrie horloger c'est compliqué d'en avoir. Donc est-ce qu'on en aura dans le futur? Je ne sais pas, mais en tout cas pour les 100 premières productions de Triomphe, il y aura du tungstène. Et j'étais personnellement la semaine dernière en atelier à Genève chez Pollux, qui est notre manufacture partenaire qui nous fait nos cuirs, pour faire des cuirs alligator. Donc on aura le petit rappel bleu, blanc, rouge ici en bas à droite, très discret sur ce modèle là puisque c'est une inspiration encore une fois de notre cher Arc de Triomphe parisien.
Donc c'est voilà, une montre qui sera très sympa. Je l'ai même envoyé en production pour me faire un petit kiff parce que j'ai vraiment le souci du détail. De faire donc une production pour Triomphe de bracelets en cuir d'alligator, embordé, donc replié sur les côtés. Cousu main sur Genève avec une doublure en veau. On prend la partie la plus premium et aussi la plus chère de l'alligator, c'est-à-dire la queue et le ventre qui sont plus intéressants en termes de motifs. Et pour me faire un petit kiff, j'en ai fait quelques-uns avec une doublure alligator. Ça veut dire que vous aurez de l'alligator devant, de l'alligator derrière. À savoir que Pollux fournit les maisons comme François Paul Jaune, comme Breguet, comme Beaver, donc qui travaille vraiment avec des grandes maisons. Et là, en termes de cahier des charges, j'ai exactement le même cahier des charges que par exemple un François Paul Jaune qui passe par Pollux pour leur cuir. Donc là, je suis très content parce qu'on aura vraiment la Rolls-Royce déjà de base. D'entrée sur un modèle à moins de 3000 €, vous aurez de l'alligator embordé, cousu main, made in Genève. Et ceux qui veulent vraiment être encore plus pointilleux, ils pourront avoir une doublure alligator à l'intérieur aussi. Ça sera en option à côté. Mais en tout cas, je suis très content et j'ai hâte de vous les proposer. On a beaucoup de précommandes, donc ça va vraiment être un modèle sympa. On passe chez Venezianico qui nous ont lancé l'Arsenal Calendario. La référence est la 6221-58-1C. Donc ça, c'est une montre qui est plutôt très cool, hein. J'aime bien la couleur, ça me fait penser à la maison Vacheron avec l'Oversize. Si je dis pas de bêtises, c'était un petit peu le même code couleur. Je pense qu'ils s'en sont peut-être un petit peu inspirés. C'est une montre qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux. On sent la vibe Venezianico parce qu'ils ont repris du coup la base de l'Arsenal classique au niveau du boîtier, etc. On a quand même des gros chanfreins ici. Poli, c'est une montre qui globalement est quand même très sympa en termes de spec technique. J'ai un petit peu zioté, on est sur 40 mm, donc là c'est pas mal parce qu'en termes de diamètre, c'est vraiment ce qui se pose vraiment le mieux sur le poignet. On a par contre que 50 mètres d'étanchéité, attention. Au niveau de la baignade, pas de plongeon, c'est vraiment une immersion en eau calme. Attention, si vous ouvrez le robinet à fond sur le verre également, ça peut faire en sorte que la montre prend l'eau. On est quand même sur une couronne vissée, donc on voit quand même qu'il se la donne à ce niveau-là. On est sur un Miyota 9100 automatique avec le calendrier complet. Vous avez la phase de lune, vous avez une power reserve en haut, vous avez les jours, etc. Donc vraiment cool. On est sur de l'acier inoxydable et après en termes de finition, voilà, on est sur un cadran qui est Sunburst, donc en gros c'est du soleillé et vous avez pas mal de choses sympas. Si on prend le cadran, on a du coup la petite croix Venezianico en 3D qui est posée ici. On a des index appliqués, ça c'est plutôt cool. J'ai pas l'impression qu'il y ait du lume dans les index, je crois qu'ils sont juste facettés, c'est ça, ok. On n'a pas de lume tout court d'ailleurs dans la montre, j'ai l'impression. Donc attention dans le noir, moi j'aime bien quand même qu'une montre ait du lume, sauf pour les montres un peu classiques ou vintage où là c'est de la tempographie. Mais c'est vrai que c'est toujours bien quand même d'avoir du lume dans l'obscurité. Après on est sur un tarif assez agressif à 1200 €. Si on rajoute des index en lume avec du BGW9 ou du C3, c'est pas la même tarification non plus. La paire d'aiguilles, c'est pas la même tarification non plus. Là on est sur quelque chose de simple, efficace. Ils ont mis un fond plein aussi, moins onéreux qu'un fond saphir. L'idée, eux, c'est de faire un truc très sobre, simple, efficace, pas pour les obsédés du détail comme je peux l'être aussi. Donc forcément, voilà, pour avoir des tarifs aussi intéressants, et il faut faire des compromis aussi. Donc ça peut passer par un fond plein, ça peut passer par des index qui sont pas forcément remplis de lume. Voilà, en termes de déployante, de boucle, je sais pas exactement ce qu'on aura. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'ils nous disent. Je pense que ça va être une double déployante. En tout cas, j'aime bien leur storytelling, j'aime bien les couleurs qu'ils nous ont fait. Je trouve la phase de lune qui est très intéressante. Ils nous présentent pas forcément la boucle. Je vais essayer de regarder. Non, ils nous présentent pas la boucle. Je pense que c'est potentiellement une double déployante. En termes de mouvement, donc on avait dit que c'était un japonais. Alors c'est vrai que c'est un petit peu cher pour du Jap. C'est vrai que là on est sur un entrée de gamme plutôt suisse. Dès qu'on dépasse 1000 €, on peut s'attendre à du suisse. Mais là avec autant de complications, autant vous dire que vous aurez jamais cette tarification là avec du Swiss made. Donc ça peut s'entendre. Voilà, c'est une montre qui est très sympa. Le premier batch est déjà sold out et le deuxième batch arrive du coup en août. 300 pièces. Donc ceux qui veulent se mettre entre guillemets sur la liste d'attente, je sais pas exactement si on peut directement se mettre sur une liste ou directement l'acheter, ça fait office de précommande, c'est sympa. Je sais qu'elle existe en 2 couleurs, elle existe aussi en bleu comme ça. C'est une montre qui est quand même très bien réussie. J'ai l'impression que le verre est légèrement bombé sur les côtés. Là, j'apprécie aussi vraiment le côté verre bombé. On a un chrono qui arrive avec ce même type de verre et je trouve que ça rajoute un petit charme, ça rajoute de la profondeur. Voilà, c'est une très belle montre et de toute façon Venezianico a du succès, donc on ne peut pas les critiquer là-dessus. On passe maintenant chez Tudor avec la nouvelle Monarch qui est sortie. Elle a fait parler d'elle au Watches and Wonders, tout le monde en parle et je vais aussi donner mon petit avis. C'est une montre qui globalement est jolie. L'effort, moi, que je note, c'est le code couleur. Ils sont arrivés à nous trouver quelque chose quand même qui est assez chaleureux, qui est pas trop sportif. On n'est pas dans le jaune, on n'est pas non plus dans le gold, on n'est pas dans le orange. On arrive à avoir quelque chose assez contrasté. Je sais qu'ils avaient fait une montre un petit peu sablée, inspirée du désert.
je crois, sans trop m'avancer, hein, vous m'excuserez si je dis des bêtises, j'étais moins fan de la couleur. Je trouve que là, ils ont vraiment travaillé le code Pantone. Je serais curieux de savoir lequel c'est, mais en tout cas, j'aime bien. C'est une montre qui est donc en tempographie essentiellement sur le cadran. Voilà, moi j'aurais aimé peut-être de la 3D. Je veux pas dire de bêtises, mais de par leurs photos, ça a l'air d'être de la tempo. Donc bon, c'est moins premium effectivement que faire un moule pour chaque index. Je trouve ça original le fait que ce soit des chiffres romains en haut et des chiffres arabes en bas, le petit Swiss made, la petite seconde ici. Je trouve ça étrange en termes de design que au niveau des aiguilles en fait. Les aiguilles pour moi paraissent étranges. On est vraiment sur une aiguille des minutes très très fine, celle-ci beaucoup plus grosse. Je l'aurais vue plus épaisse quand même. Après c'est les goûts et les couleurs. L'incrustation du cache-pompe me dérange un peu aussi, de ce que j'ai pu voir sur les photos. Bon, là je note l'effort par contre au niveau du caseback, c'est toujours très propre chez Tudor. Voilà, c'est une simu 2D voire 3D, donc c'est pas exhaustif aussi. Moi j'aime bien avoir des vraies photographies comme ça. Là ça en est en l'occurrence, c'est des photos macro, d'avoir des vraies photos. Ça permet aussi d'apprécier vraiment la vraie finition. On est sur un verre légèrement bombé comme Venezianico. J'ai l'impression que ça revient à la mode et moi-même je m'y suis mis aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, la couronne est vue et revue très minimaliste, on va pas se lever la nuit non plus, ils auraient pu faire quelque chose peut-être de micro-billet ou un brossage vertical qui reprend du coup le brossage du cadran. Là, on est vraiment sur la couronne la plus entrée de gamme possible en termes de design. Alors c'est pas une critique encore une fois, mais c'est vrai que moi je m'attends aujourd'hui, on a une liberté en termes de design, on peut repousser les choses et je trouve ça dommage de toujours rester sur du très conventionnel. Alors évidemment on se ferme à personne, Venezianico s'ouvre à plein de gens, Tudor s'ouvre à plein de gens, nous on va être beaucoup plus niche et moi je vais avoir une approche beaucoup plus niche. Mais j'aime bien aussi la prise de risque. Alors j'ai l'impression peut-être que je ravale ce que j'ai dit avant, on n'est pas sur une tempo, on est bien sur des index en 3D, donc ça c'est pas mal, ça donne quand même de la texture. Bon, on est quand même sur un modèle très minimaliste, on n'en demande pas forcément plus non plus. J'aime bien, il y a un léger chanfrein poli miroir, j'ai l'impression ici, ça je le note. J'aime bien aujourd'hui, et pareil les canons, on a une liberté de travail en termes de profondeur, donc c'est dommage de pas jouer avec, là ils ont joué avec. Moi c'est juste cette intégration là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je suis pas très fan. On est sur un boîtier un peu tonneau avec une base ronde sur le dessus de la lunette. Et là, je pense que ça aurait pu être mieux designé. Ici, faut voir après parce que Tudor a des très bonnes tolérances, mais quand il n'y a qu'un axe qui tient une petite accroche comme ça, souvent il y a du jeu dans le premier maillon. D'expérience, nous on évite ce genre d'intégration là, ou alors on remonte un petit peu le tout pour que la partie ici soit un peu retenue par les cornes, donc ça évite les jeux. Aujourd'hui, moi je suis un obsédé aussi des jeux dans les maillons pour avoir d'autres marques des fois en main et pour avoir goûté aussi d'un point de vue positif à des marques comme Tudor ou Rolex qui travaillent vraiment leur tolérance, qui travaillent à 15, 20, 30 microns. Nous aujourd'hui on travaille autour de 30 microns alors que la plupart des marques travaillent à 50 voire 80. Le feeling en main, c'est pas la même chose. Souvent les gens disent oui pour un Sellita c'est trop cher, mais pour un Sellita c'est une chose, c'est le mouvement qu'il y a dans la montre, mais il y a aussi un travail de tolérance. Et aujourd'hui pour avoir eu d'autres marques concurrentes, même si j'aime pas dire que c'est des concurrents, c'est le jour et la nuit des fois quand on prend la montre en main, quand on teste le feeling des maillons, quand on voit le verre, s'il est biseauté, s'il est bombé, s'il est tonneau. J'ai pas fait la réflexion juste avant, mais effectivement la BRX, pas la BRX, la BRC, la BRX3, on est sur un verre par exemple qui est rond, donc forcément il y a des petites économies qui sont faites. Donc quand on fait un modèle carré octogonal et que le verre il est octogonal aussi, c'est plus onéreux, donc il n'y a pas qu'un mouvement à juger non plus dans une montre. Là on est sur une montre globalement qui n'est pas non plus très technique à usiner, qui est quand même un petit peu cher, 5400 € pour une montre acier avec un mouvement, bon certes manufacture, mais avec juste une petite seconde. Après voilà, on est chez Tudor, on va pas s'attendre à des montres à 2000 € non plus. On a la Royal qui emboîte justement un Sellita SW200 à 2200. Voilà, peut-être autour de 4000 €, je me serais laissé tenter. Là, 5400, je trouve ça un petit peu onéreux. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, après, c'est du Tudor, les tolérances sont super bonnes, le feeling de la couronne vissée sont super sympas. C'est un cadran qui m'enchante, c'est un mouvement qui est très joli, j'aime bien le caseback. Ce qui va me déranger, moi, c'est plutôt au niveau de l'intégration du cache-pompe. Bon, voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, mais sinon, ça reste un très bon modèle. On est sur une certification METAS, donc plus pointu encore que le Cosc, et on est sur une garantie de 5 ans. La glace est en saphir, on est étanche à 100 mètres. On est donc sur un calibre manufacture, on est sur 11,9 mm d'épaisseur, donc légèrement épais quand même je trouve. Pour une montre qui est aussi simple entre guillemets, hein, on est sur une petite seconde, on pourrait s'attendre à du 10, 10,5, 11 maximum, là on est quasiment sur 12 mm d'épaisseur. Je sais que ce soit Rolex ou Tudor, ils n'ont jamais été non plus dans la finesse extrême. Moi j'aime bien qu'une dresse, parce qu'elle est quand même assez dresse cette montre là, soit assez fine pour qu'elle se pose vraiment bien sur le poignet. On passe maintenant à la dernière actualité de cette semaine, c'est une petite nouveauté qui a été annoncée au Watches and Wonders par la maison
sont parmi Giali Fleurier qui nous ont sorti la Tonda PF, nouveauté chrono, très originale. Elle m'a vraiment enchanté cette montre-là. D'un point de vue design, c'est pas forcément ma cam, mais j'apprécie le travail qu'il y a derrière. On verrait en termes de tarification, vous le voyez déjà à l'écran, on est sur 36 900 francs suisses. Tout le monde ne pourra pas se le permettre, mais c'est cool aussi que dans ces petites actualités, on parle aussi de grandes maisons, qu'on puisse un petit peu baver devant ces très très belles pièces, puisque l'on est sur un cadran qui est guilloché à la main. On a une technologie, alors je sais pas si elle a été brevetée, mais je pense que oui, en termes de chrono, qui est très intéressant. Donc on est sur un chronographe mystérieux avec une complication invisible, et en fait les aiguilles du chrono sont cachées derrière les aiguilles des heures minutes, et quand on vient justement appuyer sur le monopoussoir, ça vient justement les placer et déclencher le chrono, et je trouvais ça vraiment intéressant. C'est une montre qui se pose très bien par contre sur le poignet, j'apprécie. J'aurais peut-être apprécié des cornes pas forcément polies mais brossées pour vraiment venir jouer avec ce bracelet, qui quand même, si par contre je vous dis une bêtise, si en fait vous avez un chanfrein qui est poli ici, alors on le remarque pas sur la photo portée, mais ok, je comprends la cohérence, du coup ça fait une ligne vraiment fuyante. Bon, elle est quand même très proéminente cette ligne. Je l'aurais peut-être un petit peu rapetissi, j'aurais peut-être fait juste un petit chanfrein qui vient courir le long. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, on a le droit d'aimer ou pas aimer. Donc le temps dans sa pleine expression, c'est comme ça qu'il présente justement ce chrono. Donc quand il est activé, le chronographe se déploie sur toute la largeur du cadran. C'est pour ça qu'on voit plein d'aiguilles qui justement apparaissent, et sinon la montre ne comporte aucun sous-cadran. Les informations ne sont pas fragmentées. On appuie une première fois, les aiguilles du chronographe sortent de leur alignement et commencent à indiquer les secondes et les minutes sur l'ensemble du cadran. On appuie une deuxième fois, la durée est mesurée s'arrête, tout en restant parfaitement lisible directement sur les graduations principales. On appuie une troisième fois, les aiguilles retrouvent leur alignement initial et redeviennent ainsi invisibles. Et ça, en termes de R&D, je pense que c'est quand même très technique pour faire en sorte quand même que l'alignement soit parfait aux quelques microns près, que les aiguilles vraiment disparaissent. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc on est sur un total de 5 aiguilles qui se superposent parfaitement et qui se séparent uniquement quand nécessaire avant de retrouver un affichage unique avec unique du temps. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'un chrono c'est quand même très chargé, il y a souvent beaucoup de sous-compteurs, il y a beaucoup d'aiguilles, on peut s'y perdre. Et là elle est presque dresse cette montre là, puisqu'elle est vraiment très chic, on est sur un beau cadran guilloché, et au final cette technologie permet justement d'en faire une montre assez chic, mais tout en ayant l'avantage du chrono. Puis elle raconte sa propre histoire via justement tout ça, puisque de prime abord on verra pas les aiguilles, donc en fait il faudra l'expliquer à quiconque osera poser le regard sur cette montre-là. Ce que je vous disais que j'apprécie un petit peu moins, c'est voir l'intérieur du cadran. On a vraiment l'impression justement que on voit un organe qui n'est pas censé être vu. Voilà, c'est mon petit côté un petit peu très psychorigide, très carré. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à voir en fait l'intérieur. Ou alors, faut vraiment essayer de monter au maximum le canon et prendre une hauteur de canon pas trop haute pour que vraiment le cadran soit assez proche du verre. Et en l'occurrence, avec le nombre d'aiguilles qu'il y a de superposition, la hauteur de canon déjà doit être adaptée. Aujourd'hui, quand on fait une montre et quand on choisit par exemple un mouvement comme chez Sellita, comme nous on va faire, on peut choisir des hauteurs d'aiguillage, et les hauteurs d'aiguillage permettent justement de faire grandir, d'avoir des hauteurs différentes de canon. Donc quand on est sur un squelette et que nous on a beaucoup de superposition de couches par exemple, donc on a un cadran un petit peu plus épais, il faut du coup que la hauteur de canon, donc la hauteur d'aiguillage, soit un petit peu supérieure. Voilà, je vous explique aussi un peu le B à bas, les dessous de la scène quand on a une marque. Là c'est une contrainte technique, donc effectivement on a du coup un grand écart ici. On a l'impression que le cadran est un petit peu loin et n'est pas vraiment sous le verre. Il y a une manufacture qui m'étonne toujours autant, et en plus ils ont un super anti-reflet, c'est Breitling, parce qu'ils font 5 ou 6 couches d'anti-reflet devant derrière, et ils ont vraiment le cadran qui est toujours très très proche du verre, et ça donne vraiment une illusion qu'il n'y a pas de verre, alors que là on aura plus tendance à remarquer qu'il y a un verre. Voilà, après c'est une contrainte aussi qui est technique, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit, mais sinon c'est une montre qui est très sympa. Le calibre il est juste magnifique, j'apprécie énormément ce côté 3D des textes et la finition micro-billet ajourée au maximum. Le mouvement il est juste magnifique. Alors il y a certaines maisons effectivement qui mettent pas forcément de décoration avec des vis bleuies ou du perlage. Là on a vraiment une cote de Genève et le strict minimum, mais c'est sympa aussi. Mais c'est vrai que moi j'apprécie quand même, pour avoir eu des super mouvements, par exemple la Joue Perret, pour des projets uniques de montres qu'on a fait avec du perlage, de la cote de Genève, des vis bleuies, c'est juste magnifique. D'ailleurs ces mouvements là on va les commander l'année prochaine pour faire un chrono automatique, et on prendra les Decomax. Et on a également une petite Datejust, je vous spoil, qui arrive avec un La Joue Perret G100, et on va le prendre justement top grade, donc il sera décoré -4/4 sur 5 positions, perlage, cote de Genève, vis bleuie, et je trouve ça magnifique. Bon, on essaiera de le rendre un peu plus accessible que cette superbe montre qui est à 36 900 francs suisses, mais voilà, on peut en tout cas apprécier ce beau mouvement maison. On est sur un boîtier en acier, j'ai vu que le bracelet est également en acier. On a du platine 950, je pense que c'est au niveau peut-être de la lunette qui est en platine, je sais pas exactement, c'est pas précisé. On est sur 362 composants, autant vous dire que c'est quand même une machine de guerre ce mouvement-là. Nombre de rubis 41, ça aussi c'est énorme. On a toujours un peu plus de rubis sur un chrono, mais ça c'est vraiment énorme. On est sur un minéral blue, concernant le code couleur de ce fabuleux cadran qui est guilloché main, et ça, il y a des heures et des heures de travail. C'est vrai que quand on voit
voit la montre comme ça, on pourrait se dire bon, c'est un énième cadran. Mais là, il y a vraiment un travail main derrière Guillauchet qui est vraiment respectable. On est sur 40 mm, je trouve ça parfait. Ça la rend justement un petit peu dress watch. Et en termes d'épaisseur, j'aurais bien aimé trouver l'épaisseur. J'ai pas l'impression qu'il nous le communique. Si l'épaisseur 13 mm, ça reste quand même assez intéressant pour un chrono. Les chronos, on est souvent autour de 14-15 mm, donc c'est vraiment sympa. Et on a 60 heures de réserve de marche. Voilà, que dire de plus? Une montre très sympa, pas forcément destinée à tout le monde. On apprécie justement que des maisons horlogères comme justement celle-ci viennent faire de la R&D, viennent encore réinventer des choses qu'on n'aurait pas forcément vues dans l'industrie horlogère. Ça fait un petit peu grandir tout le monde et c'est vraiment sympa. C'est ici que cette actualité se termine pour cette semaine. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, je me suis régalé à vous la faire. Je vous invite, si vous avez apprécié, à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça vous prend 2 petites minutes, mais ça nous aide énormément, et à vous abonner pour pas rater les prochaines actus, les reviews de montres, etc. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!